On passe au troisième thème. Il faut enlever l'angoisse du chavirage, qui ont quand même une problématique angoissante sur un multicoque, parce que si vous chavirez, vous êtes mort. Le plaisir, il est lié à la vitesse aussi, mais à la, on va dire, entre guillemets, au danger qu'on peut avoir. Déjà, nous, on est en dehors du bateau, donc au trapèze, donc on n'a pas vraiment de protection. Donc, c'est vrai qu'il c'est un mélange de danger, de vitesse, et donc du coup, de partager ça, c'est super cool. Et c'est vrai qu'on se surprend alors à se demander pourquoi Claude Onesta ne rappelle pas Thierry Omeyer sur le banc pour le faire respirer. Très honnêtement, je me pose la question pendant toute la deuxième mi-temps. Et toute la deuxième mi-temps, je suis à deux doigts de faire le changement. En descente, proverbe dit que quand on n'a pas peur, on se fait mal. La peur, elle nous tient un petit peu dans la réserve. Elle nous permet de prendre des risques, mais calculés quand même. Et elle nous tient surtout concentrés. Parce que je pense que quand on attaque les manches en mode machine et plus trop réfléchir, c'est là que ça peut arriver et que ça peut mal se passer. Là-haut, on est quand même vraiment dans notre bulle. Il y a le cœur qui bat vite, on a vraiment une sorte de tension, mais on n'a pas forcément peur de quelque chose de précis. On n'a pas peur du plat, on n'a pas peur de toucher la plateforme, c'est voilà, une peur de l'événement en fait en lui-même, voilà, c'est pas anodin. Je pense que si on allait au bout du 10 mètres en se disant c'est bon quoi, c'est rien, j'y vais, je me mets au bout, je réfléchis pas, je pars, là ce serait dangereux. Donc on garde une certaine vigilance, une certaine attention et une certaine prudence, quoi, une certaine exigence technique qui nous protège. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a la notion de danger et prise de risque physique. Et dans le cas d'Onesta, je ne sais pas si vous vous rappelez la situation, il se questionne pour savoir s'il sort Omeyer parce qu'Omeyer fait un match pas bon. Et c'est lui qui sauve le match à la fin parce que dans les 10 dernières minutes, il arrête tous les tirs. Donc il y a cette notion de danger physique, comment on le gère. Et nous, en particulier dans l'épreuve de concours complet, ils sont directement confrontés à ça. Et puis il y a la notion de prise de risque du coach qui, à un moment, se dit j'y vais quand même, on verra, parce qu'il a l'intime conviction. C'est un peu le sens de la question. Qui veut intervenir ? Alors nous, dans la prise de risque physique, il n'y en a pas. En revanche, dans la prise de risque stratégique, il y en a beaucoup. Et pour le coup, ce n'est pas notre coach qui décide, c'est vraiment nous qui sommes complètement responsables des décisions qu'on prend sur le parcours en tournoi. On a notre cadet qui porte notre sac et qui nous donne toutes les informations stratégiques. Et ensuite, c'est à nous de faire un choix. Les dangers, les risques qu'on prend, c'est sur des stratégies où si on rate, on perd des points. Si on réussit, on en gagne beaucoup. Et là, j'ai toujours considéré que la prise de risque existe. Tant qu'elle est assumée, c'est bon. C'est-à-dire que je décide de prendre un risque, j'y vais à fond. Je réussis, tant mieux, je rate, c'est le jeu. Donc voilà, nous, c'est vraiment nous qui décidons. Donc pour le coup, on est hyper responsables. Et là, quand on parlait tout à l'heure de trouver des excuses et de dire c'est la faute d'eux, pour le coup, c'est complètement notre responsabilité. Donc ça, c'est dans le golf, c'est la prise de risque stratégique. C'est quasiment tous les jours parce qu'il y a au moins un trou par parcours qui nous met face à cette question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai le coup en ce moment, est-ce que aujourd'hui j'ai la forme pour le faire, parce que je l'avais hier mais peut-être qu'aujourd'hui je l'ai pas, parce que je me suis levée du mauvais pied, parce que physiquement je suis moins bien qu'hier. Donc c'est à chaque fois la prise de risque, elle doit être j'ai envie de dire étudiée et surtout la décision doit être faite au jour le jour. C'est pas parce que je l'ai réussi une fois que je le réussirai une autre fois, parce que les circonstances sont toujours différentes. Voilà, ça c'est la manière dont moi j'ai vécu les choses sur la prise de risque stratégique finalement. Je pense que la prise de risque, c'est ce qui fait quand même partie intégrante du sport de haut niveau, mais pas que.
Mais c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est pour se mettre justement en situation un peu de danger ou de jeu, parce que la plupart des gens considèrent ça comme un jeu, de savoir si ça va être qui tout double, etc., etc. Le deuxième truc, et c'est ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est que, je vais faire un parallèle un petit peu douteux, quand vous êtes sapeur-pompier et que vous vous balancez dans les flammes, tu as la plupart des gens qui se disent « mais il est fou, quel risque il prend ?» D'accord, il prend un risque, mais c'est son métier. Le truc, il l'a bossé, ça fait des années qu'il fait ça, il connaît le process, etc., etc. C'est pareil pour un sportif de haut niveau. Quand le plongeur dit j'ai pas peur de me taper la tête contre le rebord, moi c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais attends, fou furieux quoi. Quand ils sont les premières et qui vont tomber, c'est le premier truc auquel tu penses. Mais eux jamais, parce qu'en fait ils sont dans une maîtrise totale. C'est leur job quelque part. Ça fait un peu bizarre de le dire ainsi, mais c'est la vérité. Donc, tu as le stress qui te fait avancer, c'est une réalité, ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas de danger, si tu ne ressens plus rien, et c'est ce qu'ils disent dans la vidéo, ça ne sert à rien de continuer. C'est que ça ne te fait plus rien ressentir, et c'est à ce moment-là où justement tu risques de te faire mal. Question sur ce sujet ? Oui. Une question qui s'adresse plus particulièrement à Gladys Nsera. Vous parliez de votre caddie. Et au golf, on entend toujours dire que le caddie est très très important. Là, dernièrement, il y a eu une interview de Pérez, notre Français, qui disait « Depuis que j'ai ce nouveau caddie, je performe ». Vous, dans votre parcours, comment utilisiez-vous votre caddie ? Moi, c'était mon souffre-douleur. Les pauvres. Le caddie, c'est un peu le technicien au ski, même si notre caddie ne touche pas à notre matériel. Mais en fait, lui, son job, c'est de connaître, j'ai envie de dire au centimètre près, allez, on va dire au mètre près, le parcours. Donc tous les dangers, tous les obstacles, de connaître toutes les profondeurs dans les axes de jeu, de savoir si je tape un coup normalement à 250 mètres, si là j'ai 230, ben, c'est pas ce coup que je dois jouer. Nous donner à chaque coup toutes les distances. Après, moi, je l'utilisais comme un... Moi, j'avais pas de carnet dans ma poche qui décrit le parcours. Et lui, je l'utilisais comme mon carnet. Donc, je lui disais, bah, vas-y, raconte, c'est quoi le topo ? Donc, il me disait, tu as cette distance au début, cette distance au drapeau, cette distance au fond, à droite, il y a ça, à gauche, il y a ça. Le vent, tac, on décide ensemble. Lui, il me donne un état des lieux, et ensuite, moi, je décide de ce que je dois faire. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide du coup que je dois faire. Vous n'avez jamais été encouragé par ce qu'il vous disait de suivre son conseil. Certaines joueuses disent il m'a dit de faire ça et j'ai suivi son conseil. Si, bien sûr, ça arrive, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Mais à la fin du choix, c'est vraiment le joueur ou la joueuse qui doit prendre sa décision. On ne peut pas se permettre de faire du haut niveau et de dépendre de la décision de quelqu'un qui n'a pas le club entre les mains. C'est pas possible, parce qu'il y a des choses qu'on ressent. Il y a des moments où on ressent un coup que le cadet ne peut pas voir, parce que lui, il ne le ressent pas, il ne joue pas. Donc évidemment, et puis il y a des fois aussi où il vous induit un petit peu en erreur. Mais ça arrive. Après, nous, le cadet, moi, à une époque, je passais plus de temps avec lui qu'à la maison. Donc on voyageait l'avion ensemble, on louait une voiture de loc ensemble. Il n'y avait qu'à l'hôtel où on n'était pas ensemble, mais on dînait ensemble, petit déjeuner ensemble. Une journée de golf, c'est 1h30 d'échauffement, 4h30 sur le parcours et encore 1h30 de travail derrière. Ça fait des grosses journées. Donc il y a une forme de confiance aussi qui se met en place. Mais c'est vrai que c'est un appui énorme. Autre question sur ce sujet ? Non ? Pendant l'entraînement, j'avais demandé à l'entraîneur à qui je travaillais d'élever mon niveau de concentration même à l'entraînement. C'est-à-dire que pendant qu'on faisait les exercices, et c'est là où je vais aller à la préparation mentale parce que j'y viens, il me lisait un texte et c'était d'être capable de retenir le nombre de O, de U, de A
dans le texte pour élever mon niveau de concentration pendant que je fais un exercice, ce que j'allais être amené à faire sur le bateau. Allez les gars, allez, on va chercher ce tunnel les gars. Allez, hop. Allez, c'est pour nous ça, les gars. Le pire pour moi, c'est les 10 minutes dans la voiture sur la grille, attendre le tour de formation. C'est une concentration qui est extrême. C'est un moment clé, c'est un moment dangereux aussi. Alors la concentration, on en parle beaucoup, on entend souvent les coachs, les entraîneurs, mais concentre-toi. Quelle est votre position par rapport à ça? Quelle est l'intimité de la concentration? Et quand on voit que Thomas avait des exercices proprement dits, est-ce que pour vous ça fait partie d'une préparation générale? Est-ce qu'il y a des systèmes ou des procédures qui sont plus faciles à mettre en place pour accompagner l'athlète dans cette forme? Alors, dans concentration, il y a le préfixe « con » qui veut dire « avec », c'est-à-dire avec son centre, centré avec le centre. Et donc être concentré, c'est d'être avec son centre. Ça pourrait vouloir dire cela, c'est être en relation avec son centre, être centré sur ses compétences, sur son savoir-faire. Donc pour moi, ce qui contribue à la concentration, c'est quand le sportif est connecté à ses ressources, à ses savoir-faire essentiels, à ses préférences, à ses points forts et à sa routine. Les skieurs, quand on les voit se préparer, ils sont dans leur routine de visualisation, de mouvements corporels associés à la visualisation. Donc là, ils sont dans une routine pour se réassocier à la fois au parcours et à leurs appuis, à leurs sensations, à leurs perceptions. Donc, travailler la concentration ou être concentré, pour moi, ça tourne autour de ce que je viens de dire. Voilà. Donc, bien sûr, ça s'accompagne et ça s'entraîne. Et lorsque je suis déconcentré, je suis en dehors de mon centre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être associé à mes savoir-faire, à mes compétences. Et là, ça doit être questionné. Alors, la concentration, c'est pour compléter ce que vient de dire Richard, est une des compétences cognitives. Donc, évidemment, si on est fatigué, il va y avoir un impact sur nos compétences cognitives et notamment la concentration. Donc, on ne peut pas travailler directement à la concentration. C'est toujours le même principe. On s'assure de voir si on a un sportif qui est particulièrement dont on doit s'occuper parce qu'il présente réellement des troubles de la concentration, ça existe. Mais il y a toutes les autres questions qui sont celles de comment on arrive en compétition. Par exemple, quand on voit Romain Grosjean sur son départ, il est évident que là, on travaille aussi un autre type de concentration. C'est pas du tout. Donc, derrière le mot concentration, il faut faire attention parce qu'on a beaucoup, nous, en psy, de mots comme ça, mais tout est extrêmement délicat à travailler parce qu'il faut savoir de quel type de concentration on parle. Et quand on parle de concentration défaillante, est-ce qu'on est sur un trouble de la concentration qui est lié peut-être à une pathologie d'ailleurs, des troubles anxieux, ou alors ce qu'on rencontre très souvent chez les sportifs élites, ce sont les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil qui sont associés au rythme de vie, qui sont associés aussi au jet lag, qui sont associés. Donc on doit passer en revue l'ensemble de ces éléments pour savoir comment on doit travailler, quelle stratégie on met en place. Parfois, ce sont même des stratégies de soins. Je travaille avec le centre du sommeil, on a adressé des sportifs parce que là, on était sur des sommeils qui étaient très particuliers, et qui dataient de l'enfance. On a aussi, chez nous, beaucoup de profils hyperactifs, donc qui ont du mal à s'apaiser pour dormir. Donc tout ça va avoir un impact. Sont ce qu'on appelle des zappeurs, qui ont du mal à se concentrer. Nous avons aussi des profils de sportifs qui sont extrêmement rapides. Donc ce n'est pas qu'ils ont des troubles de la concentration, ils passent et ils perdent des éléments
Donc on leur apprend à travailler autrement, à développer d'autres compétences cognitives qui vont venir avoir un impact sur leur concentration. Voilà. Donc c'est assez fin en fait. Attention à ces concepts psy qui ont l'air très simples d'abord et qui sont extrêmement complexes, riches d'enseignements, intéressants, mais qui ne se travaillent absolument pas de la même façon. Donc attention effectivement de ne pas se tromper sur les diagnostics, les évaluations. Voilà. Tu viens de m'apprendre un truc, tu le sais déjà. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil. Hein. J'étais typiquement, je dormais 4 heures par nuit, à peu près, pendant ma carrière. Donc, ça a été assez compliqué. Mais je t'entendais dire tout à l'heure, Gladys, un truc très très vrai. On a eu pour rester sur le domaine de la concentration, on a eu en natation, il y a une vingtaine d'années, alors tu sais, 20 ans, 25 ans, une mode où il fallait nager le plus possible. En fait, plus tu nageais, plus tu étais bon. Sauf qu'en fait, les mecs, tu les brisais, voilà, ça nageait 20 bornes par jour, et au bout de quelques années, tu étais à 25 ans, tu étais fini. 24-25 ans, c'était le maximum. Et en fait, on s'est rendu compte que tu pouvais faire exactement le même travail en étant beaucoup plus impliqué, beaucoup plus appliqué, juste concentré, mètre par mètre, à ce que tu étais en train de faire sur le moment. Tu fais moitié moins de bornes et tu dures, évidemment, jusqu'à maintenant, ce qui arrive, c'est-à-dire jusqu'à plus de 30 ans. Donc c'est quand même la preuve que... Alors, il y a sûrement des différences entre la concentration que tu peux avoir et produire dans un entraînement, et en général, c'est ce qui est le plus dur. S'il y a des entraîneurs ici, c'est quand même l'élément le plus compliqué, je pense, c'est d'arriver à canaliser, surtout les gamins. Quand vous arrivez à haut niveau, en général, il n'y a pas trop de surprises. Mais ce qui est intéressant quand tu travailles avec des sportifs, c'est que la capacité d'apprentissage est extrêmement rapide. Donc, quand tu guides les gens, par exemple, en faisant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on est plus sur la qualité que sur la quantité, tu mobilises l'athlète à se centrer et à faire focus sur ce qu'il est en train de faire. Alors, il en bave, au début, il est beaucoup plus fatigué qu'un entraînement, entre guillemets, en pilote automatique, et puis progressivement, il va développer ses compétences aussi rapidement que ce qu'il sait faire à côté. Mais l'idée, c'est de l'amener sur la bonne route, la bonne stratégie. Une fois qu'on a bien détaillé le diagnostic et qu'on sait de quoi on parle, à ce moment-là, on peut... Et on voit des résultats qui sont assez spectaculaires, certaines fois. Quand tu dis à un athlète qu'il a besoin de dormir, que tu lui expliques et que tu expliques pourquoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Même si on part de loin, on peut tout à fait avoir des résultats. Bonjour à tous, merci pour cette journée. Merci de me donner la parole. Je vais peut-être digresser un tout petit peu sur la notion de concentration. Je vais digresser sur deux notions qui me semblent peut-être intéressantes à aborder. Celle de l'intuition, puisque un sportif peut être, à mon sens, un intuitif qui doit être développé, puisqu'il a des prises de décision qui sont ultra rapides. On sait aussi que donc, dans l'intuition, on squeeze tout ce qui est biais cognitif, donc on est dans une réponse instantanée et beaucoup plus juste. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez en préparation mentale ? Est-ce que c'est travaillé peut-être, parce que je l'entends un petit peu quand même dans vos discours, je dirais en sous-jacent, mais est-ce que c'est quelque chose qui est posé clairement et est-ce que vous amenez des outils pour développer l'intuition ? En plus, j'ai entendu parler, vous avez parlé des HPI et des TDA, des choses comme ça, donc c'est des gens qui ont une intuition plus développée. Voilà, donc est-ce que cette notion d'intuition est prise en considération ? Et dans la notion de concentration, je voulais dévier un petit peu sur l'état modifié de conscience. Donc, vous en avez parlé avec le mindfulness, avec le problème de taire son mental ou autre. Et du coup, on aborde cette notion de conscience modifiée qui vient apporter des capacités plus accrues dans la pratique sportive. Voilà. Donc, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous abordez de manière frontale, entre guillemets, ou est-ce que c'est sous-jacent aussi à votre travail ? Merci. L'intuition est une des compétences émotionnelles qui se connecte directement à l'intelligence émotionnelle. L'intuition, moi, si je vais sur un terrain de golf ou avec Yannick à la piscine, j'ai aucune intuition qui m'arrive. Donc l'intuition, aucune. Je ne sais pas comment on prend un club, je ne sais pas comment on fait un crawl, etc. Donc l'intuition,
attention aussi à cette intelligence émotionnelle, elle s'appuie sur des connaissances, elle s'appuie sur de l'expérience. Donc l'intuition arrive sur un terrain qui a déjà été travaillé. Après, ça c'est l'intuition dans le domaine sportif. Après, il y a l'intuition dont on parle souvent, qui est celle de je rencontre quelqu'un, puis j'ai l'intuition que ça va bien se passer, pas bien se passer, etc. Mais à la base, il y a quand même, on le sait aujourd'hui avec les publications en neurosciences, on sait aujourd'hui, enfin, moi qui suis une vieille psychologue, que ces questions sont intéressantes parce qu'avant c'était considéré comme ésotérique, il ne fallait surtout pas s'appuyer, on était cartésien, donc évidemment Descartes nous a fait énormément de bien évidemment. Le problème c'est qu'il a oublié un facteur, et quand on oublie un facteur, l'équation est fausse. C'est la complexité de l'humain. Il ne suffit pas de classer dans des cases, on en a besoin. Je ne dis pas qu'il faut laisser le bazar, il faut classer parfois pour pouvoir y voir clair, mais ça n'est qu'un support pour te permettre d'aller dans la créativité. Et cette intelligence-là nous amène sur cette dimension-là où on a l'impression qu'il y a une indication qui nous arrive, qui est venue de nulle part, mais c'est faux. Elle nous vient d'une série d'expériences et de connaissances. La preuve en est que des jeunes sportifs n'auront jamais l'intuition qu'a quelqu'un comme Gladys ou quelqu'un comme Yannick. Donc ça s'appuie bien sur des références, etc. C'est comme nous, professionnels, quand on a des intuitions. Si on laisse parler son intuition, si on cherche à analyser ce qui nous est venu, on sait bien que ça repose sur quelque chose. Donc la manière de travailler, en fait, c'est intrinsèque à notre métier de travailler cette intelligence émotionnelle. Elle fait partie, on disait que si... Donc, on considère que l'intuition est une compétence émotionnelle, c'est ce qui aujourd'hui nous est appris par les neurosciences, qu'elle fait référence à l'intelligence émotionnelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiel dans notre travail. Donc aujourd'hui, c'est fini, stop, on ne laisse plus ces émotions, comme je l'entendais avant, à la porte de l'entraînement, on les amène avec nous et on les travaille, parce qu'elles sont extrêmement précieuses et riches d'enseignements. On sait aujourd'hui par ailleurs que c'est l'intelligence qui régit les opérations les plus complexes, puisqu'elle va collecter toutes les données que nous avons à notre service pour nous proposer une réponse à ce moment-là. C'est ce fameux geste dont parlent les sportifs, ou certains l'appellent le flow, la zone, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est ce moment où on ne sait pas d'où ça nous est venu et se crée une performance d'exception. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Les sportifs en parlent très bien, ils n'en parlent pas avec un langage neuroscientifique, mais ils en parlent. Donc, c'est vraiment quelque chose... Je suis ravie aujourd'hui qu'on s'intéresse à cette question dans le monde sportif, parce que je peux vous assurer qu'il a fallu du temps pour qu'on s'y intéresse. Juste une petite... Il y a un truc qui me gonfle. Il y en a beaucoup, un peu la caution humour aujourd'hui, mais c'est un peu vrai. Vous savez, dans les zones mixtes, quand on va demander directement après la course, vous avez pensé à quoi pendant votre course? Bon, t'as la plupart des sportifs à rien. Ah ouais, en fait, un sportif, c'est idiot, ça pense à rien. Non, c'est pas qu'on pense à rien. Est-ce que tu vas demander à un pianiste à quoi il a pensé pendant son concert? Jamais. Non, mais réfléchissez-y, c'est vrai. Et en fait, parce que le cheminement, il est le même. Un sportif, à l'entraînement, en fait, il répète juste ses gammes, et quand tu arrives en concert derrière, tu te dis pas, ouh là, alors est-ce que c'est le fa dièse de... Non, il y a un moment donné, tout ça, tu le sais, donc tu t'en occupes plus. Tout ça, ça devient de l'ordre du réflexe, et la seule chose sur laquelle tu es concentré, parce que c'était le point de départ, c'est... Ouais, exactement. C'est ce que tu fais. Ouais, exactement. Donc, on a un état, alors beaucoup de gens appellent ça, c'est quoi? Mindfulness. Voilà. Encore un anglicisme, j'adore les anglicismes. Voilà. Vive tout bon. Non, mais c'est vrai, c'est un état qui est quasi méditatif et que beaucoup de... Mais qui ressemble un peu quasiment à quand tu prends la bagnole et que tu as tellement fait le retour, enfin le chemin du retour jusqu'à chez toi, des fois tu te dis ah merde, je suis arrivé, je m'étais même pas rendu compte que j'étais en train de conduire. Non mais vous l'avez tous vécu ça. Ben, c'est un peu ça quoi. Alors, je vais intervenir sur l'intuition. L'intuition, c'est de la connaissance. C'est le résultat d'une accumulation de connaissances et d'une relation, du lien entre tous ces niveaux de conscience et de connaissance.
Donc c'est un processus qui a lieu, qui se manifeste et qui s'exprime en nous, mais qui est vraiment la résultante d'une accumulation d'expériences et de connaissances. Donc ça, aujourd'hui, ça a été aussi étudié, pour rejoindre ce que nous a dit Myriam tout à l'heure. Donc c'est une connaissance, mais une connaissance qui va s'exprimer malgré nous. Enfin, malgré nous ou avec nous, intégrée, j'ai envie de dire. Et après, cette connaissance, cette intuition, va pouvoir s'exprimer plus ou moins en fonction de la liberté que je lui laisse par rapport à mon fonctionnement cognitif, c'est-à-dire à ma fonction réflexive. Voilà. Donc, si je contrôle, si je suis beaucoup dans le contrôle, ben, l'intuition va moins bien s'exprimer. Si par contre, en reprenant les termes de Yannick, je joue mes gammes et je suis plutôt dans une expression, j'ai envie de dire artistique, parce que finalement, je réexprime ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelque part, on est des artistes, mais les sportifs de haut niveau sont des grands artistes qui expriment une œuvre pendant la compétition. Donc ben là, je peux exprimer mon intuition, et les pianistes, les musiciens, c'est du même ordre. Même si ils répètent leur gamme. Après, sur l'état modifié de conscience, oui, dans ma pratique d'accompagnement, j'utilise les états modifiés de conscience de différentes façons, avec différents outils, pour justement faciliter la connexion entre ces gammes, entre ces mouvements, entre les ressources et les compétences du sportif. Voilà, on peut utiliser, et ça permet donc aux sportifs de pouvoir intégrer, se connecter justement à ces ressources et à ces savoir-faire d'une autre façon que d'une façon cognitive et réflexive.